Donc je donne la parole au professeur Pierre Tadevin que Hubert Joannet a présenté. C'est à vous. Bonjour à tous. Moi, je voudrais d'abord remercier l'Académie nationale de chirurgie pour l'organisation de ce webinaire. Je pense que c'est vraiment important de multiplier les occasions d'échanger avec nos collègues chirurgiens avec qui on échange beaucoup sur le terrain tous les jours dans nos différents centres. Et puis merci aussi à l'Association française de chirurgie avec qui j'avais eu le plaisir de faire quelques collaborations il y a quelques années avant qu'on ne puisse plus trop se déplacer. Et j'espère qu'on continuera à travailler ensemble. Donc, on m'a demandé de vous parler de l'antibiothérapie post-opératoire de manière assez générique. Alors, je me suis posé plusieurs questions pour préparer ce topo. Et vu qu'on n'a finalement pas beaucoup de temps, hein, environ 15 minutes, et puis garder du temps pour les questions et les discussions, je vais faire quelque chose de finalement assez général pour essayer simplement de garder ce qui me semble le plus important dans la thématique. Vous voyez là mes liens d'intérêt, ma participation à différents conseils scientifiques, notamment de laboratoires qui développent de nouveaux antibiotiques et puis l'occasion d'intervenir comme conférencier. J'ai prévu de vous parler finalement en deux parties. Une première qui essaiera de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait autant d'efforts pour essayer de bien utiliser les antibiotiques, parce que finalement on pourrait dire que tous les médicaments doivent être bien utilisés. Donc je vais essayer de vous convaincre que pour les antibiotiques c'est encore plus important. Et puis après on discutera des règles de bon usage des antibiotiques en post-opératoire et j'insisterai notamment sur l'indication, le choix et les durées. Donc en préambule, alors ce serait plus sympathique et plus interactif de faire ça en direct face à vous, mais simplement j'ai laissé le titre de cette diapositive pour vous laisser un petit peu le temps de réfléchir là-dessus. Pourquoi finalement on parle toujours du bon usage des antibiotiques et on fait des plans et on essaye de faire des progrès, et ça dans tous les pays du monde, particulièrement pour les antibiotiques, alors que c'est important aussi de bien utiliser les traitements de l'adénome de la prostate ou de l'hypertension artérielle. Et la réponse, on n'a pas le temps d'échanger sur le sujet, mais c'est que la différence fondamentale, c'est que pour les antibiotiques, la cible, ce n'est pas des cellules du corps humain, des récepteurs ou ce que vous voulez, c'est un autre organisme qui est vivant et qui, lui, va essayer de survivre et de s'adapter. Et le fait que ce soit un autre organisme vivant qu'on vise avec les antibiotiques est à l'origine de tous les dégâts collatéraux que le mauvais usage des antibiotiques, mais le bon usage également, peut provoquer quand on prescrit les antibiotiques à nos patients. C'est-à-dire que ça va aussi affecter les autres bactéries, même celles que vous ne visez pas. Si vous prenez un antibiotique pour une infection urinaire, vous allez quand même sélectionner des résistances dans votre tube digestif ou sur votre peau. Ça va aussi occasionner des dégâts éventuellement sur votre entourage, parce que comme vous savez, on a tendance à échanger beaucoup de bactéries avec nos proches, qui peuvent être des patients, de la famille, des collègues, etc. Et peut-être plus embêtant encore, les générations futures. Et à titre d'exemple, on peut dire sans se tromper qu'il est vraiment beaucoup plus compliqué en 2021 de traiter une otite chez un enfant que ce que c'était en 1980. Et pourquoi? Eh bien parce que depuis 40 ans, on a tendance à trop utiliser les antibiotiques, ce qui a conduit à des situations où on est parfois obligé d'utiliser des traitements injectables, alors que c'est toujours du pneumocoque, c'est toujours une otite, mais simplement, après 40 ans de trop d'utilisation des antibiotiques, le pneumocoque est devenu plus coriace. Et cette évolution qu'on a vécue au cours des dernières décennies est probablement la rançon du succès de l'antibiothérapie. C'est vrai que c'est des traitements qui marchent très bien et les médecins, les prescripteurs, les chirurgiens, tous ceux qui ont eu l'occasion d'utiliser des antibiotiques, notamment dans les premières années quand il n'y avait pas beaucoup de résistance, ont vécu avec l'illusion que c'était un peu l'arme de diffusion massive qui permettait de transformer le pronostic de différentes maladies. Et donc, on l'a trop utilisé. Un tout petit mot d'historique qui permet de mieux comprendre pourquoi est-ce qu'on peut dire que les antibiotiques, c'est un peu une des thématiques comme dans le développement durable, l'écologie ou le patrimoine de ce qu'on peut obtenir de notre planète. C'est comment ça a été découvert. Et donc, vous connaissez tous l'histoire, Alexander Fleming, le 3 septembre 1928, il revient de vacances, il travaillait sur le staphylocoque dans son laboratoire, vous voyez, ce n'était pas parfaitement rangé. Et en revenant de vacances, il s'aperçoit qu'une boîte qu'il avait oubliée et qui avait probablement été souillée avant qu'il parte en vacances a été l'occasion d'une pousse d'un champignon dans un coin de sa boîte où il avait fait pousser les staphylocoques. Donc, vous voyez la strie là. Donc, il s'apprêtait à jeter sa boîte en se disant bah, « zut, mon travail est perdu ». Et au dernier moment, il se dit « tiens, il y a quand même un truc bizarre, c'est qu'autour de la pousse de mon champignon, donc, qui s'appelle un pénicillium, il y a une zone
dans laquelle le staphylocoque n'a pas réussi à pousser, et ce n'est pas lié à l'occupation du champignon, puisque vous voyez, il n'y est pas le champignon dans cette zone-là, il y a une zone d'inhibition. Et il a eu cette intuition géniale de se dire, le champignon doit fabriquer un truc qui empêche le staphylocoque de pousser. Je vais essayer de voir ce que c'est et de voir si on ne peut pas l'utiliser pour traiter les patients. Alors, ça n'a pas été immédiatement productif, ça a été un peu compliqué de purifier la pénicilline, puisque c'était de ça dont il s'agissait, et puis de pouvoir la produire et la proposer aux patients. Mais ça a eu un impact majeur, et j'ai ressorti une vieille publicité qu'on voit de temps en temps, qui doit dater de la Deuxième Guerre mondiale, et qui montre à quel point la découverte des antibiotiques a changé beaucoup de choses. On peut penser que si ce n'est pas les Alliés qui avaient découvert les antibiotiques, mais plutôt les forces allemandes, on n'aurait peut-être pas eu une évolution si favorable de la Deuxième Guerre mondiale. Et notamment, vous voyez sur cette image où il dit que grâce à la pénicilline, ce soldat qui a des grandes blessures et qui aura peut-être besoin d'une chirurgie compliquée et large, va pouvoir rentrer à la maison parce que les antibiotiques, dans certaines situations, et c'est vrai qu'on ne peut pas le nier, peuvent être vraiment un partenaire du chirurgien dans le sens où ça peut l'aider à avoir le succès thérapeutique quand les choses sont bien coordonnées, c'est-à-dire le bon antibiotique et la bonne chirurgie. On passe quasiment 70 ans, parce que je ne vais pas vous faire toute l'histoire de tout ça, mais on a beaucoup trop prescrit les antibiotiques, on a perdu progressivement leur efficacité à cause de l'émergence des résistances, et ça va vous être raconté par les deux orateurs suivants. Et on est arrivé, depuis le début du XXIe siècle, mais c'est quelque chose qui est probablement encore croissant, à la prise de conscience que ça pouvait être un énorme problème, cette émergence de résistance des antibiotiques, et pas seulement un problème pour les infectiologues. Et c'est la directrice de l'OMS en 2012 qui avait résumé ça d'une manière assez frappante, mais qui, je pense, était juste. C'est qu'elle disait, attention, ça pourrait être la fin de beaucoup de choses, beaucoup d'interventions médicales, beaucoup de progrès médicaux, parce qu'il y a beaucoup de ces progrès qui n'ont été possibles que parce qu'on avait des antibiotiques pour protéger les patients. Donc, elle avait cité les greffes d'organes, la cancérologie, les chimiothérapies, notamment la chirurgie complexe. Et effectivement, le jour où on n'aura plus d'antibiotiques pour traiter les patients quand ils s'infectent, quand ils ont des complications chirurgicales, par exemple, ou plus d'antibiotiques pour prévenir les infections, on risque de devoir reconsidérer pas mal de nos interventions. Donc, c'est un vrai problème général sur lequel il faut qu'on fasse attention. Si on regarde de manière un peu plus focalisée, là, je vous ai parlé de la situation mondiale, mais si on regarde l'Europe, et ça, c'était au début du XXIe siècle, donc on a fait des progrès depuis, mais c'est intéressant de considérer cette diapositive. Ils avaient regardé la consommation d'antibiotiques par habitant dans différents pays d'Europe, et ils avaient eu ce constat un peu inquiétant pour nous. À l'époque, on avait le bonnet d'âne, on était les plus gros consommateurs d'antibiotiques par habitant en général, quand on se comparait aux autres. Et si vous regardez le moins gros consommateur, c'était les Pays-Bas, qui n'est pas considéré comme un pays sous-développé, qui n'est pas un pays où les gens meurent à 50 ans, ce n'est pas des gens chétifs, c'est des gens qui vivent bien et longtemps en consommant 3 fois moins d'antibiotiques dans leur vie. Donc ça montre bien qu'on peut consommer moins d'antibiotiques et être tous autant en forme. Si on doit appliquer ces constats au bon usage des antibiotiques en post-opératoire, donc je ne vais pas vous faire un catalogue de ce qu'il faut savoir et en fonction des différentes chirurgies, de ce qu'on doit considérer avant de savoir si on prescrit ou pas des antibiotiques, mais finalement, si on résume, l'objectif, c'est de garantir que quand les patients auront besoin d'antibiotiques, ils seront efficaces. Et pour qu'ils soient efficaces quand ils en ont besoin, il faut qu'on ne les utilise que quand ils en ont besoin. Donc la règle numéro 1, c'est de prescrire les antibiotiques que si on a une suspicion raisonnable d'une infection pour laquelle les antibiotiques apportent un réel bénéfice. Et ça élimine déjà pas mal de situations. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prescrire des antibiotiques au cas où, quand un patient développe de la fièvre en post-opératoire, qu'on n'a pas trop d'idée de ce que ça peut être et qu'on se dit, bon, bah, je vais lui mettre des antibiotiques, on verra bien. Non, il faut que ce soit raisonnable, la suspicion. Il ne faut pas que ce soit en attendant qu'on puisse voir le patient. Je suis sûr que vous ne faites pas ça, mais c'est quelque chose qui a quand même été fait, dont on a entendu parler, y compris autour de nous. C'est par exemple un patient qui rappelle son chirurgien en disant bah, « j'ai ma cicatrice qui coule et je ne sais pas ce qui se passe ». Et le chirurgien lui dit bah, « je peux vous voir la semaine prochaine, mais en attendant, je vais vous faire prescrire des antibiotiques ». Donc, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Et pas non plus en prévention. Et ça aussi, c'est du vécu, et je pense que c'est des choses qui ont été faites partout, c'est de se dire « oh là, ma chirurgie, je ne suis pas trop sûr d'avoir bien tout fait ». Donc, je vais lui donner des antibiotiques pendant quelques jours. Ça va l'éviter de faire des complications infectieuses. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Toutes ces mauvaises indications, finalement, n'ont qu'un seul effet, c'est que si le patient développe une infection, et il risque de le faire, puisque finalement, dans ces situations, on ne sait pas trop ce qu'on traite et on ne sait pas combien de temps, ni à quelle dose, ni quelles bactéries.
Donc, il risque de développer une infection. Ça peut être un peu retardé par les quelques jours d'antibiotiques qu'on aura prescrits, mais ce sera plus difficile à prendre en charge, plus difficile à documenter. Donc ça, il ne faut pas faire, ne pas prescrire des antibiotiques au cas où. Deuxième règle, c'est que si on a bien une indication de prescrire des antibiotiques en post-opératoire, il faudra privilégier des antibiotiques à spectre étroit et adaptés à la situation. C'est là où ça se complique un peu. Il y a des guides de prescription, il y a des recommandations de sociétés savantes. On a par exemple, nous, pour les infections hospitalières, un guide d'aide à la prescription d'antibiotiques qui s'appelle le HIPOPI, et pour la ville, il y a Antibioclic qui fonctionne très bien aussi. On prend en compte, quand on a l'occasion de voir les dossiers, quel genre d'antibiotiques le patient a reçu au cours des 3 derniers mois, est-ce qu'il y a une documentation. Mais finalement, c'est une décision qui est compliquée, donc il vaut mieux qu'elle soit partagée entre le chirurgien et la personne qui qui gère la suspicion d'infection post-opératoire, qui peut être l'anesthésiste, les infectiologues de son service, ou bien les rééducateurs qui ont accueilli le patient au décours, ou le médecin traitant. Et il ne faut pas hésiter à recourir aux avis spécialisés. Et c'est vrai qu'on a pu développer au cours des dernières années, sous l'impulsion notamment de gens comme Céline au ministère, des équipes mobiles en infectiologie qui sont censées répondre à ces questions un peu compliquées pour être sûr que les patients n'aient des antibiotiques que quand ils en ont besoin et les bons antibiotiques. La règle numéro 3 qui s'applique à toutes les infections, pas seulement post-opératoire, quand on prescrit les antibiotiques, il faut s'assurer que quelqu'un va réévaluer que ça fonctionne bien à 48-72 heures. Ça peut être le médecin traitant si le patient est à son domicile, ça peut parfois même être le patient lui-même, on peut lui dire, écoutez, si ça va mieux, vous prenez 7 jours, et si ça ne va pas mieux, vous me rappelez dans 2 à 3 jours. Et ça peut aussi, quand les gens restent à l'hôpital, être l'occasion de regarder si entre-temps on n'a pas un diagnostic alternatif. Si par exemple, on ne savait pas trop pourquoi il avait de la fièvre et puis que 2 jours après, il a très mal au mollet, on se dira c'est peut-être une phlébite. Ça peut être aussi l'occasion de récupérer les hémocultures ou le CBU qu'on aurait prélevé à ce moment-là. Et la règle numéro 4, et je terminerai là-dessus, on s'est aperçu les dernières années qu'on a eu tendance pendant longtemps à prescrire des antibiotiques trop longtemps. Donc, on connaît mieux maintenant la durée d'antibiotiques nécessaire pour les différentes indications d'antibiothérapie. Et donc, il faut donner juste ce qu'il faut, la bonne dose, et le temps qu'il faut, mais pas plus. Et ça contribue à éviter les résistances dont on va vous parler. Pour vous donner une illustration de ça, comme je sais que Tristan, après, vous parlera surtout des infections osseuses, j'ai repris un travail qui a été fait pour les infections intra-abdominales, qui était une étude publiée dans le New England il y a quelques années. Donc, c'était un essai randomisé, multicentrique, de patients qui avaient présenté des infections intra-abdominales compliquées et qui avaient eu ce qu'ils appellent le source control. C'est en général, la grande majorité de ces patients avaient été opérés. Au décours, en termes de durée d'antibiotiques, comme ils avaient une infection intra-abdominale compliquée, ils avaient une indication d'antibiotiques, mais la durée n'était pas très claire. Donc, ils étaient randomisés pour recevoir soit ce qui était fait jusque-là dans beaucoup de centres, c'est-à-dire qu'on gardait les antibiotiques jusqu'à ce que le patient soit apyrétique, qu'il ait normalisé ses globules blancs, repris son transit pendant 2 jours, et là, on arrêtait. Et sinon, si les patients étaient randomisés dans l'autre bras, qui était le bras dit expérimental, on disait aux chirurgiens ou aux prescripteurs, vous leur donnez 4 jours d'antibiotiques, pas plus. Et le critère principal d'évaluation du succès de la stratégie, c'était le risque d'infection du site opératoire, surgical site infection, de rechute ou de décès. Et n'importe lequel de ces critères permettait de classer l'échec. Donc, le premier résultat de ce travail, c'est que si on s'affranchit de ces critères d'attendre que le patient ait plus de fièvre pendant 2 jours et qu'il ait normalisé ses blancs et qu'il ait repris son transit, on peut passer de 8 jours à 4 jours d'antibiotiques. Donc, ça fait 50% de consommation d'antibiotiques en moins, donc c'est déjà intéressant. Et surtout, si on regarde, alors que c'était une étude randomisée, donc les 2 groupes étaient bien comparables, le risque que ça se termine par un échec, et bien finalement, on est exactement au même point, à J30, et ce n'était pas une petite étude, hein, vous voyez, ils avaient plus de 500 patients inclus au total. Dans l'éditorial qui avait accompagné cette étude, il disait bien sûr que c'est très bien parce que le fait de consommer 2 fois moins d'antibiotiques avec le même succès thérapeutique, ça permet quand même d'éviter de contribuer aux résistances. Et puis pour vos administrations ou pour les finances de l'État, ils avaient aussi fait le calcul de ce qu'on pouvait économiser comme coût d'antibiothérapie si on appliquait cette stratégie aux États-Unis pendant 1 an. Donc, ils avaient calculé qu'il y avait à peu près 300 000 patients par an qui présentaient ce genre de symptômes, qu'on pouvait leur éviter 4 jours d'antibiotiques et que les antibiotiques utilisés aux États-Unis, c'était plutôt ça en termes de répartition. Alors, le total fait plus de 100% parce qu'il y a souvent des combinaisons. Et ils arrivaient à des estimations d'économie qui frôlaient le 100 millions de dollars.
Donc, ça vaut vraiment le coup, non seulement pour le patient et pour la prévention des résistances, mais aussi pour l'économie. Et cette étude, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce qu'il y aurait beaucoup à dire, mais fait partie de beaucoup d'efforts au cours des dernières années pour essayer de bien fixer à l'avance, dès qu'on prescrit les antibiotiques, la durée qui est nécessaire, qui n'est plus une fourchette comme on a fait pendant longtemps en France, mais une durée fixe. Et par exemple, donc là, vous pouvez voir ce qui a été proposé par la SPILF il y a quelques années comme recommandation de durée de traitement en fonction des situations. Donc vous voyez, hein, c'était moins de 24 heures quand c'est une perforation digestive opérée, une appendicite opérée non perforée, une cholécystite opérée dans les 24 heures non compliquées. On passe à 3 jours pour les péritonites communautaires localisées, 4 jours quand c'est généralisé, 8 jours pour les péritonites post-op et 10 jours, alors ça c'est autre chose, c'est pour les infections à Clostridium difficile. Et pour conclure, 3 messages. Le bon usage des antibiotiques, c'est l'affaire de tous. Toutes les spécialités médicales, mais y compris les citoyens et la population générale, doivent être au courant que si on veut ne pas laisser une empreinte trop mauvaise pour les générations futures, il faut qu'on utilise les antibiotiques que quand on en a besoin. Et pour le cas particulier du post-opératoire, qui était mon sujet aujourd'hui, c'est vraiment une indication à évaluer avec rigueur, parce qu'il y a beaucoup de circonstances en post-opératoire où on peut être amené à se poser la question de l'antibiothérapie. Donc il faut, en fonction des contextes, essayer d'évaluer la probabilité que le patient ait vraiment une infection bactérienne. Si c'est le cas, est-ce que c'est une infection qui nécessite une antibiothérapie ou que finalement une reprise de cicatrice peut suffire, ou un autre geste chirurgical. Et dans tous les cas, et c'est peut-être le dernier message, le message de la fin, c'est que c'est des décisions idéalement qui doivent être multidisciplinaires et n'hésitez pas. Dans la plupart des hôpitaux maintenant, il y a moyen d'avoir un avis infectiologique, pas un comme sur ma diapositive qui va vous crier dessus parce que vous l'aurez dérangé, mais quelqu'un qui sera prêt à discuter du dossier du patient avec vous et à essayer de trouver la meilleure antibiothérapie. Je vous remercie de votre attention. Ah, très bien. Merci beaucoup. Ça parle beaucoup aux chirurgiens. Il y a le vase qui est... Ah non, ça vient pas de chez nous. Non. Ah, ça peut être. Oui, peut-être. Ah, oui, je voulais on avait déjà bien parlé des infections superficielles qui peuvent proposer un traitement alternatif chirurgical sans aucune antibiothérapie, pour autant qu'il y ait une infrastructure qui le permette, c'est-à-dire une surveillance attentive qui permette de déceler le bon moment pour mettre à plat, sans du tout qu'on ait besoin d'associer une antibiothérapie, ou alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une antibiothérapie en attendant le geste. Si on n'a pas à attendre le geste, cela signifie qu'on peut proposer une prise en charge en urgence, aussitôt, être à la disposition du médecin traitant qui se trouve face à cette situation. Voilà, je pense qu'il y a une place, et je vous pose la question, de la place de la prise en charge chirurgicale très rapide dans le post-opératoire proche, immédiat ou proche, pour éviter ces prescriptions d'antibiotiques qui sont très fréquemment des antibiothérapies au cas où, ou en attendant, ou bien en supposant qu'elles vont permettre d'éviter un geste chirurgical qui est le débridement, qui est l'ouverture de la cicatrice, qui est bien souvent très efficace et qui finalement réduit les conséquences à court terme. Oui, effectivement, on avait eu l'occasion d'en discuter. C'est vrai que c'est un peu difficile à mettre en place, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir assurer que les patients, en cas de souci, soient évalués rapidement par quelqu'un qui sache prendre la bonne décision. Et c'est vrai qu'avec le développement de la chirurgie ambulatoire, ces questions se posent assez souvent à un moment où le patient est plus sous les yeux du chirurgien. Donc, c'est vraiment de l'organisation, mais je suis tout à fait d'accord avec votre remarque. Ça suppose de mettre en place, ça peut passer par le médecin traitant, si le système est réactif, ça peut fonctionner comme ça, mais il faut s'assurer que les patients puissent être réévalués, même s'ils sont sortis de l'hôpital, pour toutes ces décisions de est-ce qu'il a besoin d'antibiotiques, est-ce qu'il a besoin d'un geste chirurgical.
Il y a peut-être une piste du CEPIAS Île-de-France dans le cadre de la mission Speak Me. Il y a une grande discussion en ce moment sur la mise en place d'une surveillance post-opératoire par une appli sur le smartphone qui permet de placer le patient en première ligne de sa surveillance et qui puisse alerter. Et encore, donc ça suppose là encore qu'il y ait une infrastructure qui permette de répondre, non seulement de répondre verbalement, mais de répondre à la demande. Et voire même, à un stade de plus, de pouvoir rapidement contrôler qu'effectivement il y a quelque chose ou pas, pour pouvoir éviter cette antibiothérapie d'attente qui tombe comme presque inexorablement. Oui, on a une application comme ça aussi chez nous et effectivement, j'ai pas beaucoup d'expérience encore. On l'a un peu détourné au moment de la Covid, ce qui permet de surveiller les gens à domicile, finalement, en tout cas de dialoguer avec eux. Mais c'est vraiment une piste, effectivement, pour pouvoir avoir un recours précoce pour les patients en cas de souci. Mais il faut que ce soit bien organisé, quoi. Il ne faut pas que ça arrive sur une plateforme Internet qui ne va pas regarder ça tout de suite ou qui va faire des réponses automatisées qui ne vont finalement pas répondre aux questions. Il faut qu'il y ait un humain dans le système quand même si la plateforme permet effectivement d'alerter précocement l'équipe soignante. Oui, alors, je vous remercie beaucoup pour vos messages très clairs, en particulier sur la durée de l'antibiothérapie curative. Mais c'est quand même un peu... D'abord, moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal, moi, je suis chirurgien viscéral et je me suis toujours intéressé à ces sujets, mais je dois dire que ça n'a jamais été très clair dans mon esprit. Alors là, ce que vous avez donné, les réponses que vous avez données sont très claires. Mais du coup, ça pose un certain nombre de questions. C'est-à-dire que, d'abord, il y a toujours un colloque entre le chirurgien et l'anesthésiste dans ces situations un peu compliquées après les péritonites. Et donc, l'accord n'est pas toujours facile à trouver, soit parce que le chirurgien veut plus d'antibiotiques, soit que l'anesthésiste en veut plus. Il y a également l'aspect de la RAC, c'est-à-dire que maintenant, nous avons des patients qui retrouvent une autonomie de plus en plus rapidement, et on a des patients finalement qui restent hospitalisés uniquement pour l'antibiothérapie. Et je voulais vous poser une question, est-ce que l'antibiothérapie Péros a la même équivalence que l'antibiothérapie IV quand on est donnée à visée curative dans des situations d'infection abdominale sévère? Donc voilà, alors je trouve que c'est difficile à gérer cette durée d'antibiothérapie curative au quotidien. Je ne parle pas des cas simples, hein, je ne parle pas de l'appendicite non compliqué, etc. Donc ça, je crois que ça pose pas de problème. Non, je parle des péritonites sévères, qu'elles soient liées à une première intervention ou à une reprise chirurgicale. C'est un peu et je voudrais également sur ce sujet vous poser une question. Est-ce que toutes les recommandations sont d'accord entre elles? Parce que je suis frappé que dans un certain nombre de sujets, il y a plusieurs recommandations qui sont toujours les travaux de qualité, hein, mais qui n'aboutissent pas toujours aux mêmes conclusions. Merci pour vos questions. Pour la première, dans la plupart des situations, les antibiotiques dont on dispose Péros peuvent vraiment remplacer les antibiotiques intraveineux. Il faut juste s'assurer que c'est efficace sur les bactéries qu'on vise. Mais dans la plupart des situations, ça ne change pas la durée finalement. Si on dit tel patient peut sortir, on fait un relais Péros avec tel antibiotique, les règles qu'on a proposées pour la durée ne changent pas. Finalement, le concept, c'est vraiment il faut tuer les dernières bactéries ou contribuer à ce que les dernières bactéries soient éradiquées avec un peu le système immunitaire du patient, mais à partir du moment où il n'y a plus de survivants, il n'y a pas besoin de continuer les antibiotiques. Donc normalement, d'une manière générale, le relais Péros ne modifie pas les règles de durée. Et pour répondre à votre deuxième question, qui est tout à fait légitime, c'est vrai que les recommandations, quand ça émane de différents pays, de différentes sociétés savantes, de différentes années, ont toujours des petites variations. Ce qui est quand même plutôt satisfaisant, c'est qu'au fil des années, on a tendance quand même à tendre vers la même chose parce que les méthodes d'analyse de la littérature sont de plus en plus les mêmes en fonction des sociétés. Et pour la France, il y a eu une évolution qui a été assez spectaculaire, mais qui nous a beaucoup rendu service, c'est que jusqu'ici, jusqu'à il y a une dizaine d'années, on faisait des recommandations en fourchette. Donc on disait, par exemple, les risipèles, c'était 10 à 21 jours. On avait l'impression d'être confortable avec ça. Mais l'expérience montre que finalement, quand on met une fourchette, le prescripteur français au moins,
il prend la partie haute de la fourchette. Et comme ça, il a l'impression, c'est pas forcément une mauvaise intention, comme ça, il a l'impression de faire le maximum pour son patient. Et donc, le fait d'avoir essayé d'analyser un peu mieux toutes les études, parce qu'il y a de plus en plus d'études sur la durée des antibiotiques, a permis de dire, là, pour les péritonites, par exemple, j'ai une étude qui me montre que 8 jours, ça suffit, donc on va dire 8 jours, point barre. Et ça permet comme ça que les prescripteurs aient des repères fixes. Et quand on utilise ces repères fixes, on s'aperçoit que les recommandations sont très proches d'une société ou d'un pays à l'autre. Donc on tend vers l'homogénéité, même si on n'y est pas encore. Concernant les durées d'antibiothérapie curative en chirurgie orthopédique, les problèmes sont un peu différents. Alors, je ne sais pas si M. Ferry en parlera, mais les choses sont différentes, me semble-t-il, non? J'en parlerai aussi un tout petit peu. Alors, évidemment, ça dépend du contexte, s'il s'agit d'une prothèse ou pas. Et il y a eu un essai thérapeutique qui a tenté de montrer qu'une réduction de la durée à 6 semaines versus 3 mois était équivalente. Et c'était plutôt un échec. Donc, dans les infections de prothèses, c'est vrai que pour l'instant, on en reste à 3 mois, en sachant qu'il y a d'autres situations en chirurgie orthopédique beaucoup plus simples, où il n'y a pas de prothèse, ou une arthrite native, par exemple, on peut réduire l'antibiothérapie sans doute à 4 semaines, voire peut-être moins. En fait, ça dépend vraiment s'il s'agit d'un implant ou pas, et de la stratégie chirurgicale également qui est adoptée. Merci.